poursuivant vers les salles d'opération, une indication attire mon attention. Zone sécurisée. Niveau de surveillance maximal. Il vaut mieux ne pas insister, je ne suis pas équipé. Je rebrousse chemin. À présent, je reprends la direction du hall de la clinique. Alors que j'avance, un nouveau couloir sur la gauche précède le hall de la clinique. Quelqu'un approche. Je m'immobilise en espérant qu'il ne vienne pas vers moi. Ouf, il prend la bonne direction, il ne m'a pas vu. À son passage, le sas d'accès sur la zone d'accueil s'ouvre en grand. Ce que j'aperçois me fige brusquement. Toute une section de surveillance d'État fait son entrée dans le hall. Une dizaine de soldats en uniforme sombre sont salués par l'encadrement de la clinique. L'officier ne répond même pas aux marques de respect. Aussitôt, je fais marche arrière. Finalement, ma chambre est un véritable havre de sécurité. Dès la seconde semaine, les harnais anti-gravité nous sont retirés. Nos emplois du temps sont de plus en plus adaptés à nos besoins spécifiques. Chacun évolue à son rythme. Moi, j'ai fait de gros progrès. Désormais, je contrôle totalement mon nouveau corps et je peux chaque jour apprécier un peu plus les performances et les fonctions nouvelles de mon enveloppe améliorée. Je brille par ma maîtrise et souvent je sers d'exemple pour le groupe des nouveaux transplantés. Mais je ne me soucie pas des autres. Je pense à moi. Et surtout à elle, Clara. J'en peux plus d'être séparé de celle que j'aime. Il me faut la voir, le plus vite possible. Aussi, je demande très fréquemment de pouvoir bénéficier d'une sortie anticipée. On me fait croire que cela dépend de mon implication et de ma réussite sur les différents tests qu'ils me proposent. Je ne suis pas dupe et je sais que mon séjour sera payé en intégralité, que je sorte avant ou à la date prévue. Eux préfèrent sans l'avouer que je parte au plus vite. Ma chambre sera mieux rentabilisée. Un autre patient viendra plus vite augmenter les bénéfices de la clinique. Aussi, pour correspondre aux critères de sortie, il me faut suivre 2 ateliers. D'abord, un espace de réflexion destiné à nous faire progresser dans la société, le séminaire du bon citoyen. Un peu plus tard, une évaluation physique, mon domaine de prédilection. Bolowski enregistre et déclenche le programme. Un signe de sa part et je prends congé. Je sors de ma chambre sur mon fauteuil autoguidé, sans aucune interaction de ma part. Mon véhicule me conduit au travers des longs couloirs, me fait traverser le hall principal et me mène jusque dans la plus grande salle de conférence de la clinique. L'espace est immense et richement décoré. Les rideaux rouges et les symboles du pouvoir encadrent la scène. Au centre, une table aux moulures dorées, ainsi que diverses plantes et autres décorums donnent à l'ensemble une image très solennelle. La pièce est ridiculement trop grande vu le nombre de participants. Nous sommes à peine une quinzaine. Mais pour impressionner et affirmer sa force, notre système politique n'hésite pas à se donner tous les moyens. En lévitation, derrière cette mise en scène, un immense écran diffuse les spots d'introduction du séminaire qui nous réunit tous ici. Musique tonitruante, images de foule en joie face aux représentants du gouvernement, gros plan sur des visages heureux et souriants. La vie est belle à Hypoxia. Puis, changement de bande-son. Voici les animateurs de cet après-midi. 3 représentants de l'État font leur apparition du fond de la scène. Ils sont tous vêtus de leur uniforme sombre et raffiné. L'un d'eux, au centre, arbore les décorations qui laissent à penser qu'il est le plus gradé des 3. Il s'avance plus que les 2 autres et prend la parole. Bienvenue à tous, et merci d'avoir été volontaire pour aborder avec vous certaines valeurs qui définissent Hypoxia. Il fait une belle introduction, définissant le bien fondé d'un échange visant à nous redonner le goût d'une société basée sur la standardisation, sur le respect des règles, sur l'écoute et la soumission. Il édicte les thèmes qui seront détaillés, la participation sociale, le citoyen vertueux, faire face aux injustices, partager avec l'État. Puis, il recule et un autre prend le relais. Bonjour à tous, nous allons commencer par la participation sociale, l'investissement personnel. Que puis-je apporter à mon pays? Que dois-je faire? Il donne une série d'exemples qui se résument à donner volontairement plus d'impôts, monter ses paliers de charges sociales, etc. Le tout afin de briller dans les scores du classement citoyen. Il se recule à son tour et le 3e enchaîne. À présent, voyons ensemble la suite de notre séance. Le citoyen vertueux, le non-assisté, celui qui s'assume, être fier de son indépendance.
Il nous fait la démonstration de la noblesse de ne compter que sur les organismes sociaux qu'en cas d'absolue nécessité. Il faut faire abstraction de ses difficultés et vivre ses douleurs dans la joie et l'acceptation. Enfin, collation de mi-séance, petit four et imitation de champagne. Après 10 minutes de discussion creuse et improvisée, la présentation reprend. Le deuxième intervenant déclare : à présent, revenons à notre prochain sujet, faire face aux injustices, savoir dénoncer et être fier de soi. Autour de nous, peut-être certains mentent ou abusent de quelques avantages. Il ne faut pas hésiter à les dénoncer. C'est mieux pour la collectivité. Là aussi, notre rang risque de faire un bond en avant dans le classement citoyen. Et finalement, la toute dernière partie. Le troisième intervenant reprend la parole. Abordons pour finir, partager avec l'État, c'est partager avec tous. Quels sont les avantages du testament participatif ? En effet, plus que donner de son vivant, pourquoi ne pas aller jusqu'à donner encore plus à travers sa mort ? J'en peux plus de tout ce charabia. Toutes ces idées et ces concepts hypocrites me saoulent et m'épuisent. Vivement la fin. Cependant, mon regard distrait se focalise maintenant sur le premier intervenant, celui qui se tient en retrait l'essentiel du temps. Et je remarque que son occupation principale consiste à étudier les patients présents à ce pseudo-séminaire. Il regarde attentivement chacun de nous et doit très certainement juger de notre degré d'approbation. Aussi, je m'adapte, je joue le jeu. Lorsque son regard se pose sur moi, je fais l'écoute totale et absolue et acquiesce avec conviction sur les phrases clés. Encore 15 minutes de torture verbale. Ils vont même jusqu'à distinguer une médaille à un des participants jugé plus attentif et assidu que les autres. Il est le champion du jour. Bravo à toi. Et enfin, la conclusion, la délivrance. Merci à tous pour votre attention et bon retour dans vos chambres. Epoxia est fier de vous compter parmi ses meilleurs concitoyens. Oui, j'en doute pas, moi aussi je suis très fier. Le fauteuil se remet en action, en rang et en ordre bien établi, nous quittons la salle. Direction ma chambre. C'est certain, après un tel traitement, j'ai dû m'attirer l'indifférence de notre système. C'est exactement ce que je recherchais. Le lendemain, le test d'évaluation physique. Mon fauteuil autoguidé me conduit au travers de longs couloirs et me mène jusqu'à la plus grande salle de sport de la clinique. À l'entrée, se forme le groupe des participants. Nous nous redressons et nos fauteuils quittent les lieux. Puis, un homme en blouse blanche nous rejoint. Bonjour, je suis Paul Yadine. Merci de nous rejoindre pour participer à cette évaluation physique. Sachez que selon vos résultats, une sortie anticipée est envisageable. Nous allons vous faire une série de trip cubes. Tout le monde est ok ? Beaucoup acquiescent sans conviction. Moi, j'adore. Je vais pouvoir montrer à tous l'étendue de mes talents. J'aime le tricube. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un appareil constitué de 3 cubes. Il faut 6 mètres de côté, placés l'un contre l'autre et change de position en état d'apesanteur. À l'intérieur, des barres et divers supports permettent de prendre appui et de se déplacer. Sur les parois, des sas permettent le passage d'un cube à l'autre. Autour de ces points de passage, une lumière indique la direction à prendre. Au plus l'exercice avance, plus les cubes bougent vite et le passage devient de plus en plus difficile. L'ordre des tests se fera par ordre alphabétique. Heureusement, sinon je risquerais d'en écœurer plus d'un. Le premier s'élance. Il s'engage dans le cube central. Le sol autour des cubes disparaît et dégage une immense zone de déplacement en haut et en bas. L'appareil peut désormais se mouvoir sans le moindre obstacle. Un sifflement discret indique la mise sous tension et le démarrage du système. Le cube de gauche passe sous le cube central, tandis que celui de droite descend. En quelques secondes, la ligne horizontale constituée des 3 cubes est devenue verticale. Une lumière ne tarde pas à apparaître sous le premier participant. Il comprend qu'il doit descendre dans la machine et se glisser dans le cube venu se placer dessous. Alors il progresse. Un bip donne la mesure. Et ce bip devient de plus en plus rapide alors que la machine accélère. Une nouvelle lumière propose le passage vers le cube qui se trouve maintenant à sa gauche. Puis, l'ensemble s'élève dans les airs. Nouveau changement de figure, nouvelle lumière et nouveau rythme. Sur ce principe, le participant enchaîne les mouvements et rapidement,
Très rapidement, il atteint ses limites. Il chute. Mais les rayons tracteurs le figent et le reposent en douceur. Ainsi de suite, les candidats enchaînent les séances sans grand succès, sans vraie performance. Puis, vient mon tour. Enfin. Tel un lion en cage qui distingue une sortie, je bondis. Je suis dans l'instinctif. Je suis animal. Je dépasse très vite toutes les tentatives précédentes. Pas seulement celles de ce jour, mais toutes les mesures prises sur cette machine. Depuis sa mise en fonction, toute la salle est figée. Tous s'approchent, se regroupent et assistent médusés à un véritable show acrobatique. Je virevolte, saute et me tracte de barre en barre sans faiblir. Au contraire, j'accélère. La machine elle-même finit par atteindre ses limites. Des grésillements, des étincelles jaillissent çà et là. Soudain, un message d'alerte. Arrêt d'urgence, arrêt d'urgence. Les cubes ralentissent puis s'immobilisent. La fumée envahit la pièce et tandis que ces instincteurs automatiques entrent en action, je rejoins le sol. La visibilité est rétablie et je distingue une foule compacte devant moi. Tous, les yeux écarquillés. Et alors que je reprends mon souffle, je remarque au loin des uniformes noirs en train de me scruter. Peut-être en ai-je trop fait. Moi qui me dois d'être discret, j'ai pris de gros risques afin d'étaler aux yeux de tous mon orgueil. Mais la séance et ses impératifs reprennent. Les robots de maintenance remettent vite le tricube en fonction. Les performances suivantes sont bien évidemment nettement moins spectaculaires que la mienne. De retour dans la chambre, Bolovski m'attend. Je lui demande aussitôt « Vous avez la réponse ? À quel sujet ? Vous voulez dire pour votre sortie anticipée ? Oui. Eh bien, ça me paraît effectivement possible, dit-il avec un grand sourire. Subitement, une vive joie me saisit. Mon cœur se serre, car bientôt, elle sera dans mes bras. En effet, le soir même, je quitte l'hôpital avec les encouragements du professeur chauffeur et de son équipe. Ils ne sont pas animés de compassion, juste de soucis d'argent. Au plus tôt je sors, au plus tôt un autre rentrera. En traversant le grand hall du bâtiment, je forme le vœu de ne plus jamais revenir dans ces lieux. Une femme entre tandis que je sors. Elle vient peut-être pour une pose d'embryon. Maintenant, l'humanité n'est plus libre de procréer, à moins de payer une forte somme. Sous cet aspect charnel se cache une mécanique de précision qui nécessite une intervention chirurgicale pour pouvoir engendrer. Et la procréation est devenue un phénomène de mode dans certains milieux. Il est hype d'enfanter. La vie s'achète à Hypoxia, quelle qu'en soit la raison. Me voici dehors, sous le grand dôme. Enfin, comme convenu, Clara a été prévenue de ma sortie anticipée. Je descends l'escalier monumental, la voici enfin. Mon oxygène, ma vie, Clara. C'est comme si je regardais le soleil se lever. Je la serre fort dans mes bras et l'inonde de baisers. Me voilà rassuré. Les sensations sont identiques, plus fortes même, il me semble. Je retrouve sa douce chaleur, le réconfort de sa peau, la passion de ses baisers et son odeur enivrante. Elle prend alors mon visage dans ses mains et, tout en m'observant intensément, elle me dit tout bas « Tu es totalement toi. Tu n'as pas changé, mon amour. » Ne restons pas là. Rentrons vite. Direction le parking. Mais il ne faut pas prendre les dalles. Elles ne servent pas uniquement au transport instantané. En effet, mes sources particulières m'ont confirmé qu'elles permettent à l'État d'organiser un véritable pistage génétique. Aussi, vaut-il mieux utiliser les escaliers, même s'ils sont sales et propices au danger. Je prends donc sur la droite du perron où se trouvent les accès directs vers les différents niveaux du parking. Je m'avance, m'engage dans ce déversoir humain. Un sas s'ouvre sur un large escalier. Plus nous descendons, plus les lieux deviennent sales, sombres et mal éclairés. Arrivé au niveau -6, allongé au sol, un corps s'anime à notre approche. Sous une couverture moisie et malodorante, un visage noir de crasse apparaît et une main à 3 doigts artificiels se tend. « T'as un crédit ou deux ? C'est un intermédiaire, un cyborg. Un malheureux coincé entre deux mondes. Celui de l'humanité de chair et de sang et celui de la caste des androïdes de l'évolution ultime. Il souffre de ces implants artificiels. Les greffes tiennent un certain temps. Puis les connexions se dégradent, moisissent et finissent par faire souffrir le porteur. Seules des doses de drogue de plus en plus fortes permettent de gérer un certain temps la douleur. Il m'attriste et je lui transmets 5 unités.
La journée est belle. Il me remercie tandis que nous reprenons notre chemin. J'arrive sur un escalier qui devient un couloir bordé de grillages, derrière lequel un comité d'accueil nous reçoit bruyamment. Ils me hurlent dessus que notre mort est proche. Ils frappent les grilles, nous suivent et nous insultent. Va falloir payer pour passer. C'est le péage. Paye ou crève. Je tourne la tête vers la droite. Je ne veux pas qu'ils me voient sourire. J'aime les petites frappes qui se la racontent. C'est un exutoire, une détente. Je fais signe à Clara. Reste là, ça va être rapide. Elle n'est pas heureuse de la situation, mais elle sait ce qui va se passer. J'avance. Dans 5 mètres, plus de grillage. Le plus grand se place devant moi. Les 3 autres, 2 mètres en retrait. Il me montre celui qui se trouve à sa droite. Tu le vois, lui ? Regarde ce qu'il a pour toi. Le sous-fifre en trouve alors son par-dessus et prend en main une immense matraque ornée de lames électriques. C'est un trancheur, une belle machine pour te couper en 4. Alors donne tout ce que t'as. L'autre allume son arme qui a en effet la capacité de trancher à peu près tout ce qu'elle touche. C'est juste ce qu'il me fallait. Alors, crédite-moi à mort ou je te massacre. Je déclenche le début et quasi instantanément la fin des hostilités. Un puissant coup de pied sur son flanc gauche et je le propulse sur la trancheuse. Le voici avec une jambe en moins. Subitement, le plus grand est un peu moins grand et il s'effondre hurlant de douleur. Ma jambe, encore tendue, repart aussitôt vers celui sur ma droite et le frappe en pleine tête. Vu l'impact et le craquement, son visage ne sera plus jamais le même. Le troisième en arrière tourne les talons et fuit sans hésiter. Celui qui tient la trancheuse la redresse pour me frapper. Mais le temps qu'il lève les bras, je suis juste devant lui et lui décoche un fulgurant uppercut en plein menton. KO immédiat. 2 gémissent, un est inconscient, le dernier est parti. Je les enjambe puis me ravise. Et si je les dépouillais ? Après tout, ils le méritent. Je pirate vite fait leur créditeur, je récupère presque 4000 crédits. Pas mal. Je ne m'attarde pas plus. Je ne veux pas la mettre en danger. Nous descendons encore d'un étage. Ce niveau est un véritable bordel version underground. Beaucoup de tentatrices et de propositions sexuelles. Les poitrines à géométrie variable passent d'une pointure raisonnable à une taille digne d'un dessin animé. Certains tétons équipés de jeux de lumière attirent l'attention et surtout les clients. Nous progressons au plus vite. Plus qu'un niveau, plus qu'une porte. Soudain, des hurlements dans l'escalier m'avertissent des conséquences de mes actes. Les représailles se sont mises en place. Ce que je viens de faire n'a pas été très apprécié. À en croire ce que j'entends, ils sont une bonne dizaine à débouler vers nous. J'accélère, faut pas traîner. Plus qu'un niveau et je dégage. Je bondis d'un palier à l'autre. Mais ces enfoirés sont chez eux. Vraisemblablement, ils contrôlent les accès. La dernière porte devant nous se verrouille et la lumière au-dessus passe du vert au rouge. Nous sommes coincés, ça va saigner, les choses s'aggravent. Je dois me préparer au pire. Je vais tester mon nouveau corps et la puissance qui est mienne désormais. J'improvise. Je défonce les barres métalliques qui soutiennent le grillage de ce palier. J'arrache un démontant. Maintenant, j'ai une arme préventive dans les mains et un faible avantage de terrain. En effet, l'escalier qui mène à moi est assez étroit et ils arrivent à 3 de front, pas plus. Le palier fait une dizaine de mètres de long sur 3 de large. Au bout, l'escalier monte sur la droite. Voilà la première vague. J'attaque alors qu'il court dans l'escalier. Je brise net 2 chevilles et un tibia. Fracture ouverte. Les cris ne sont plus des cris de guerre. Subitement, ils deviennent cris de souffrance. Ils tombent. L'un d'eux laisse tomber son arme, un trancheur. Et le plus proche de moi me permet de saisir son arme, un katana. J'en profite pour m'équiper. Je prends le katana. Les 3 premiers s'écroulent à mes pieds. Ils ne sont plus une menace. J'agrippe la rampe et me propulse vers le sommet du mur me faisant face. Je suis à 2 mètres au-dessus de mes assaillants. Les visages se crispent. En une fraction de seconde, ils comprennent que les choses ne seront pas telles qu'ils le croyaient. Maintenant, je prends la main. Je redescends au sol. Ma chute donne encore plus de force à mon geste. J'en décapite 2 en même temps. Les corps s'écroulent, tandis que des gerbes de fluides vitaux jaillissent tout autour. 5 de moins. Les suivants n'ont plus le visage de tueur. Désormais, ils se changent en victimes. L'un d'eux pointe une arme de poing vers moi. Je réagis en une fraction de seconde et lui tranche l'avant-bras. Les murs, les escaliers et même les éclairages prennent une teinte rouge. Nous ne sommes plus dans l'escalier d'un parking mais dans un abattoir, où ceux qui venaient se venger sont désormais à ma merci. Je suis le bourreau, eux les victimes. Subitement ils s'arrêtent, reculent même. L'instinct primal se manifeste. Le cortex reptilien réveille les craintes les plus enfouies.
Malgré toutes les évolutions technologiques, la peur reste une constante chez mes semblables. Derrière, le chef certainement leur hurle. « Continuez, on va le bousiller !» Il ne semble pas les convaincre, ils ne bougent plus. Les respirations sont lourdes, les visages blêmes et marqués par la peur. En contrebas, les hurlements de douleur et les appels à l'aide sonnent plus fort que les encouragements. J'abats mon katana sur les deux qui me font face. Mon geste est si rapide qu'ils ne comprennent pas tout de suite. Puis, ils réalisent tandis que le corps se sépare au niveau du bassin. Les deux autres derrière n'y tiennent plus. Ils bousculent leur chef en faisant brusquement volte-face. Me voici seul avec lui. Ce tête-à-tête macabre va mal se terminer. Pas pour moi. Il essaie vainement de garder une certaine maîtrise, mais je vois facilement qu'il est totalement décontenancé. J'esquisse une attaque, il jette ses armes au sol. Attends, c'est bon, ok. Tu peux partir? Regarde, je déverrouille la porte. Juste laisse-moi vivre. Me tue pas, merde. En effet, derrière moi, j'entends la porte se débloquer. Je me montre magnanime. Oui, tu vivras. J'espère que je le regretterai pas. Il tombe à genoux et fond en larmes. Le stress prend le dessus. Le grand chef finit bien lamentablement. J'en profite. Je fais de lui mon débiteur. Tu me dois une vie. Oublie pas ça. Il gémit et acquiesce. Oui. J'en demande pas plus. Je laisse mon arme ici et reprends mon chemin. Je passe la dernière porte. Nous voici enfin devant les speedsters. Mais ma mine grave et tout le sang sur moi gâchent totalement le moment. La joie n'a aucune place en cet instant. Elle arrache une partie de son t-shirt pour essuyer mon visage. Je dis, partons, vite. Ses yeux trahissent la peur. Elle me désigne nos speedsters, nous les enfourchons et sortons au plus vite. La bretelle de l'autoroute n'est pas loin, je décide de mettre les gaz. Une puissante poussée me cloue sur ma selle. Le speedster est le descendant dans la moto, mais il n'a plus grand chose à voir avec sa lointaine ancêtre. Comme tous les véhicules, ses roues ont été remplacées par des plaques anti-gravité. Un quart d'heure plus tard, nous approchons de mon district. Tandis que nous filons à vive allure, un message apparaît alors dans mon champ de vision. Appel entrant Caligan. C'est lui qui me fournit une bonne partie de mes missions. Mon job n'est pas très classique. Je suis un mercenaire, un homme à tout faire, aux capacités hors du commun. Je m'attaque à tout ce qui peut me rapporter beaucoup. Homme de main, je n'hésite pas à briser quelques membres, ou plus encore si besoin. Ou sinon je suis espion d'élite, je m'introduis dans n'importe quelle entreprise, bureau, laboratoire, pour voler ce que d'autres désirent. Je sais que s'il veut me joindre, ce n'est pas gentiment pour prendre de mes nouvelles. Il en a rien à foutre de moi. Mais il a besoin de moi. Immédiatement, très certainement. J'hésite entre vivre nos intenses retrouvailles avec mon amour ou prendre la mission de Caligan.